Bonjour, ici Henri Agin et bienvenue à votre magazine Sur le plateau. Aujourd'hui à l'émission, nous parlerons de jeunes réalisateurs talentueux qui étudient ici en Athènes avec Cédric Desrubé, de la situation en Ukraine et du moral des Ukrainiens avec Arnaud Chrétien, d'une possible réforme du mode de scrutin avec Olivier Claveau, de la résolution du meurtre de Guylaine Potvin avec Maca Gaudreau, de la réouverture de la piscine au Cégep de Jonquière avec Nathan Chauveau. Et nous débuterons avec Liana Gaillot qui va venir nous présenter un sujet concernant l'immigration. Bonjour Liana. Bonjour Henri. Alors, durant tes renseignements, durant tu t'es rendu compte que le gouvernement demandait une preuve d'authenticité aux couples quand ils arrivaient ici, qui demandaient une demande de parrainage. Comment t'es-tu rendu compte de ça? Oui, alors en parlant avec Alexandra Grassi, je me suis rendu compte que depuis les débuts des années 2000, il y a eu de nombreux cas de mariage frauduleux et ça a obligé le gouvernement à durcir les lois pour les demandes d'accès au parrainage. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qu'un mariage frauduleux? Oui, alors un mariage frauduleux, c'est quand une personne à l'étranger va séduire un Canadien, souvent lorsque celui-ci va être en voyage. Et après, ils vont se marier. Quand le Canadien va retourner au pays, il va entreprendre des procédures pour faire une demande de parrainage pour que son conjoint puisse le rejoindre au pays. Sauf qu'au bout d'un moment, il va se rendre compte, quand le conjoint va venir, que c'était totalement faux, qu'il s'est fait utiliser et que le mariage, en réalité, n'était qu'un moyen pour l'étranger d'obtenir ses papiers, donc son statut de résident permanent. Comment ce durcissement de la loi a-t-il affecté Mme Grassi? Oui, alors, Mme Grassi est née au Chili. Elle a déménagé en France à l'âge de 22 ans et c'est là qu'elle a rencontré son mari, Jonathan Ola, un franco-canadien. Ils se sont mariés, ils ont eu une fille, puis en 2004, ils ont décidé d'immigrer au Québec et ils ont dû faire une demande de parrainage. Et en fait, ça s'est avéré un peu plus compliqué que prévu. Le gouvernement leur a demandé de monter un dossier avec énormément d'informations. Quelles informations le couple a dû fournir au gouvernement? Oui, plusieurs informations quand même assez variées. Premièrement, des informations plus classiques, telles que l'acte de mariage, l'acte de naissance de leur fille, mais aussi des informations beaucoup plus privées, telles que des photos qui datent du début de leur relation, ainsi que des témoignages de proches. Et le but de tout ça, du gouvernement, c'était de prouver, de s'assurer que la relation était réelle. Finalement, est-ce que Mme Grassi regrette son immigration au Canada? Pas du tout. Ça fait 16 ans qu'elle habite au Québec et elle est très heureuse. Elle vit avec toute sa famille, ses deux filles, et puis elle ne regrette pas du tout sa décision. Parfait. Merci beaucoup, Liliana. De rien. Maintenant, je m'entends avec Nathan Chariot qui va venir me parler de la réouverture de la piscine au Cégep de Jonquière. Bonjour, Nathan. Bonjour. Alors, pendant combien de temps la piscine a été-elle fermée, Nathan? Donc, en fait, la piscine a été fermée pendant un an pour une maintenance. Elle a été rouverte pendant 3 mois et après ça, ils ont découvert pendant cette maintenance une plus grosse fissure qui a donc refermé la piscine à la fin de la session de l'année passée, donc il y a un an, pour une période de 6 mois pour des réparations majeures. Tu viens un peu de répondre à la question, mais pourquoi la piscine était-elle fermée? Donc, la piscine a été fermée, comme je l'ai dit, pour des réparations majeures et aussi une maintenance. Donc, ils ont découvert une plus grosse fissure qui a demandé donc des réparations majeures pour tout réparer. Est-ce que tu as su où se tenaient les entraînements des gaillards pendant la fermeture de cette piscine? Oui. Donc, en fait, la ville de Saguenay était très compréhensive. Elle a permis aux nageurs de s'entraîner à la salle de conditionnement physique au Cégep de Jonquière. Et pour les entraînements en piscine, ils ont pu profiter de la piscine de Kenogami et du foyer des loisirs et de la culture. Est-ce que la piscine du Cégep de Jonquière pourrait refermer dans les années à venir? Non. Donc, ma source, Charles-Olivier Wapayapro, responsable des sauveteurs, des services piscine et des clubs de natation, et du club de natation, m'a confirmé que la piscine ne devrait pas refermer. Ils ont vraiment tout vérifié au peigne fin et la réparation a été complète. Est-ce que la piscine avait déjà été fermée dans le passé? Oui. Elle a été fermée dans le passé dû à la COVID-19. Donc, pendant cette période, la piscine était fermée. Et quel a été l'impact de la fermeture de la piscine sur les entraînements? En fait, les nageurs n'ont pas pu s'entraîner comme ils le voulaient. Donc, à ce moment-là, tous ceux qui avaient des cours de natation aussi ont été soit annulés ou ont dû être déplacés à une autre piscine, comme on a nommé avant, foyer des loisirs de la culture ou la piscine de Kenogami. Parfait. Merci beaucoup, Nathan. Parlons politique maintenant avec Olivier Claveau qui va venir nous parler d'une possible réforme du mode de scrutin au Québec. Bonjour, Olivier. Bonjour Henri. Alors, selon toi, il y aurait pas selon toi, mais il y aurait une possible réforme du mode de scrutin au Québec? Oui, le Parti québécois l'aurait proposé récemment lors des élections, les dernières élections. Et comment le Parti québécois compte-t-il effectuer ce changement au Québec? Ce changement va surtout être fait par l'Assemblée nationale, mais ils veulent le changer pour qu'il soit plus proportionnel. Tu mentionnes le mot proportionnel. Est-ce que si nous avions utilisé
le mode de scrutin proportionnel, y aurait-il eu des changements dans les élections du 3 octobre Il y dernier? aurait eu plusieurs changements, effectivement, Henri. Le premier changement serait qu'au lieu que la coalition Avenir Québec a eu 72 des sièges, 90 sur les 125, elle n'en aurait eu que 40,98. Le dauphin, au lieu que ce soit le Parti libéral, ça aurait été Québec solidaire avec 15,43 des voix. Juste après Québec solidaire, il y aurait eu le Parti québécois, qui normalement a eu 3 sièges, mais en aurait 14,61. Juste après, le Parti libéral avec 14,37. Et finalement, la grosse surprise aurait été le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui a eu 0 siège lors des dernières élections, mais en aurait 12,91. Tu as eu la chance de t'entretenir avec une personne importante dans le milieu politique au Québec. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ta source? Oui, j'ai été en contact avec le candidat du Parti québécois dans l'arrondissement de Dubuque, M. Émile Simard, qui présentement était à Québec. Donc, c'est vraiment gentil de sa part qui m'a accepté mon invitation. Est-ce que le Parti québécois, c'est le seul parti à vouloir faire des changements au mode de scrutin? Non, ce n'est pas le seul parti. Il y a aussi Québec solidaire qui les appuie dans leur démarche. Et pour finir, est-ce que c'est bien parti pour que le projet de réforme du mode de scrutin se passe au Québec? Malheureusement, non, car le gouvernement en place de Legault a refusé catégoriquement de changer le mode de scrutin. Parfait. Merci beaucoup, Olivier. Récemment, la Sûreté du Québec a procédé à l'arrestation du meurtrier de Guylaine Potvin près de 20 ans après son meurtre. Et c'est Maïka Gaudreau qui va venir nous en parler aujourd'hui. Bonjour, Maïka. Bonjour. Alors, qui est-ce qui a procédé à l'arrestation? Donc, c'est la division des disparitions des dossiers non résolus de la Sûreté du Québec qui a procédé à son arrestation. Quand est-ce que cette arrestation a-t-elle lieu? Ça a eu lieu le mercredi, le 12 octobre 2022, à Grande-Bay. Est-ce que cet homme a déjà fait l'affaire de poursuites criminelles auparavant? Oui, en fait, Marc-André Grenon a été très souvent, il a accumulé beaucoup d'antécédents criminels au cours des années 1993 jusqu'aux années 2000. D'ailleurs, la majorité ont été faites à Chicoutimi, dont un à peine 3 jours avant le meurtre de Guylaine. Est-ce que ce meurtrier, on pourrait faire un lien entre lui et d'autres meurtres non résolus, selon toi? Oui, c'est très, très probable. D'ailleurs, à peine quelques mois après le meurtre de Guylaine, il a déjà tenté de faire une autre victime. Heureusement, elle est encore en vie. Mais les policiers ont déjà réussi à faire un lien entre Marc-André et 2 autres meurtres. Mais la question que tout le monde se pose, c'est que comment, après tant d'années, la Sûreté du Québec a-t-elle réussi à mettre la main sur le meurtrier? En fait, ils ont réussi à avoir son ADN grâce à des méthodes innovantes qui sont maintenant utilisées depuis quelques années dans la biologie judiciaire. Pour conclure, est-ce que la famille de Guylaine Potvin espérait encore retrouver le meurtrier après tant d'années? En fait, j'ai parlé un peu avec Laval Potvin, qui est le parrain à Guylaine, et celui-ci, il m'a dit que pour lui, il n'avait pas espéré le retrouver parce qu'il était certain qu'il était mort. Finalement, non, mais lui était certain de ça. Pour ce qui est des parents de Guylaine, ils ont toujours gardé espoir de le retrouver et ils sont vraiment heureux parce que c'est tout ce qu'ils espéraient depuis tout ce temps. Parfait. Merci beaucoup, Maïka. Alors maintenant, nous dirigeons à l'étranger, en Ukraine plus précisément, avec Arnaud Chrétien qui va nous parler de la situation dans ce pays et du moral du peuple ukrainien. Bonjour Arnaud. Bonjour Henri. Alors, pour les fins de cette entrevue, tu t'es entretenu avec une citoyenne ukrainienne. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu? Alors oui, pour l'entrevue, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Florence Dufour. Elle enseigne le français en Ukraine. Elle y habite maintenant depuis 6 ans. Elle a habité dans quelques villes comme par exemple Kiev, Enerhodar, Lviv ainsi que Ternopil. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu à nos auditeurs, c'est comment de vivre en période de conflit? Alors bien évidemment, c'est jamais facile de vivre en période de conflit. Il y a un certain niveau de stress ainsi que de peur. Mais ce qu'elle m'a confié, c'est qu'après 8 mois, on est habitué de vivre avec un conflit. On est habitué d'entendre les sirènes d'alerte de frappe aérienne aussi. Mais elle m'a aussi confié que la peur n'est plus le mot d'ordre. Le nouveau mot d'ordre, ce serait la colère. On est en colère que ce conflit-là perdure. On veut une fin à ce conflit-là. Tu disais en début d'entrevue que ça fait 6 ans qu'elle y réside. Est-ce que ça veut donc dire qu'elle n'a pas quitté l'Ukraine et donc qu'elle n'a pas fui ce conflit, elle est restée là-bas? Contrairement aux gens qu'on a pu voir au début du conflit qui fuyaient l'Ukraine, elle, ça n'y est jamais passé par la tête. Contrairement à ceux-ci, elle a toujours voulu rester proche de sa famille qu'elle a créée, proche du cercle d'amis qu'elle s'est créé aussi et proche de ses étudiants. Donc aussi, contrairement à sa famille au Canada qui lui recommandait de partir de l'Ukraine, l'idée n'y est jamais passée par la tête. Parfait. Et pour conclure, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la fin du conflit? Est-ce que cette dite fin est envisageable dans un futur proche, selon toi?
Alors, selon moi, ce n'est pas vraiment envisageable de voir la fin du conflit dans un futur proche. Comme je l'ai dit plus tôt, ça fait 8 mois que le conflit perdure, alors qu'originalement, Vladimir Poutine avait établi 3 jours pour la fin du conflit. Il n'y a pas vraiment de mouvement à part un certain regain d'énergie de la part de l'armée ukrainienne, mais les seules issues possibles pour avoir une fin qui serait proche, ce serait de négocier des accords de paix ou bien repousser l'agresseur aux frontières. Parfait, merci beaucoup Arnaud. Merci Henri. Pour notre dernier invité, j'accueille Cédric Bérubé, qui va nous parler d'un jeune réalisateur très talentueux qui étudie ici en ATM au Cégep de Jonquière. Bonjour Cédric. Bonjour Henri. Alors, pourrais-tu nous dire qui est cet étudiant et quel type de vidéo publie-t-il en ligne? Bien, son nom, c'est Aaron Timizor. C'est un étudiant, comme tu l'as dit, de première année en ATM dans une technique cinématographique et télévisuelle. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il publie des vidéos corporatives. Alors, il s'associe avec des clients pour vendre un produit tel quel, mais il ne fait pas juste ça, en fait. Il s'est déjà associé avec Annie Godbout, qui est une conseillère municipale qui demanda au réalisateur de faire une vidéo pour sa campagne municipale. Et Aaron le fait, ça a eu du succès en ligne, puis c'est ça, il est très polyvalent et talentueux. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment Aaron a-t-il commencé à faire des vidéos professionnelles? Oui, bien en fait, ça a toujours été une passion pour lui. Il a commencé la réalisation très jeune, mais c'est vraiment grâce au père de son voisin qui commençait à faire des vidéos plus professionnelles. Il a vu qu'est-ce qu'Aaron faisait, puis il était intéressé de l'engager, lui donner une chance, puis c'est vraiment là que ça a commencé, puis depuis, il fait juste enchaîner des vidéos. Tu parlais un peu plus tôt dans l'entrevue d'Annie Godbout, une ancienne cliente d'Aaron. Comment elle décrirait le travail que Aaron y fait? Bien, vraiment, elle n'avait aucun remords de s'être associée aux vidéastes. Il y a sûrement une certaine peur de s'associer avec un jeune de secondaire 5, parce qu'Aaron, étant secondaire 5, le jour, quand ils ont fait leur vidéo, mais vraiment, elle était satisfaite du vidéo, était contente, puis d'une manière pour remercier Aaron, elle a recommandé son travail à plein de ses amis, ses contacts. Fait vraiment, elle n'avait aucun remords. Et pour conclure, comment Aaron voit-il son futur dans les vidéos corporatives? C'est quoi son but dans ce dit futur? Bien, en ce moment, il n'associe pas ses vidéos à une source monétaire rentable. Il ne voulait même pas appeler ça une entreprise. Par exemple, dans le futur, il aimerait se partir une agence créative, rester dans la même niche, faire des vidéos sportives, des petites pubs, vraiment rester dans son domaine, mais juste faire ça plus gros avec des amis, puis vraiment juste continuer ce qu'il fait en ce moment. Parfait, merci beaucoup Cédric. Merci Henri. Et merci à nos 5 autres journalistes, Liliana, Nathan, Olivier, Maïka et Arnaud, d'avoir été présents avec moi. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été présents à cette émission. Et je vous dis à la prochaine, dans un prochain épisode sur le plateau. Bonne journée.